Donc, pour le déroulement, il va y avoir la conférencière, ensuite la commentatrice, et puis il y aura une période d'échange, questions, de discussion animée par Mme Lourdes Rodriguez Del Barrio, directrice de la recherche sociale du CIUSNIM au Centre d'interaction et de l'équipe de recherche Erasme et professeure titulaire à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Donc, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Aline Bogossian qui va nous présenter Réflexion sur une autonomie contextualisée pour répondre aux besoins de soutien à l'autonomie pour les jeunes avec le diagnostic de troubles neurodéveloppementaux. Elle est professeure adjointe à l'École de travail social à l'Université de Montréal, travailleuse sociale de formation. Elle a une expérience clinique dans les services d'urgence pédiatrique. Ses recherches sont axées essentiellement sur les enjeux éthiques et sociaux touchant les jeunes vivant avec des maladies chroniques ou des troubles de développement, leurs proches et les professionnels de la santé et des services sociaux. Son programme de recherche vise à lier le développement de la théorie du travail social et des meilleures pratiques à l'éthique pragmatique. En pratique, en enseignement et en recherche, elle privilégie une approche collaborative, participative et réflexive qui s'aligne avec les théories du travail social, axées sur la croissance et préoccupées par l'impact de l'environnement social sur le bien-être. Donc, je vous laisse la parole. Merci, merci Amélie. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vous présente des réflexions et c'est vraiment, on est dans le contexte des idées plus qu'une recherche qui a été complétée. Je vais vous présenter brièvement un concept qui s'appelle l'autonomie contextualisée. Je vais essayer de vous le mettre en vie un petit peu avec un cas clinique et je vais vous présenter un projet de recherche qui est financé dernièrement, qui va mettre en application ou qui va essayer de mettre en application les questions qui soulèvent aussi ce concept d'autonomie contextualisée. Donc, juste pour nous mettre en contexte, je présenterai le développement des outils. On va regarder le concept de l'autonomie contextualisée dans un cas ou un contexte, dans le contexte de transition de services pédiatriques en services adultes pour les jeunes ayant présentant avec des diagnostics de troubles neurodéveloppementaux. Ça veut dire les enfants qui ont parfois des diagnostics comme l'autisme ou la paralysie cérébrale ou d'autres qui n'ont pas de diagnostic posé, mais qui sont quand même présentes dans un spectre de troubles qu'on appelle de troubles neurodéveloppementaux. C'est des réflexions vraiment préliminaires sur le concept d'autonomie contextualisée. Donc, dans le développement des outils et de programmes de transition qui sont principalement axés sur la pédiatrie ou qui sont conçus aussi par des chercheurs en pédiatrie, ces programmes et ces outils de transition de soins pédiatriques en soins adultes visent à donner aux jeunes et à leur qu'ils soient prêts pour faire la transition. Les outils et les programmes ciblent la gestion des médicaments, par exemple, les connaissances du diagnostic, la connaissance du traitement, l'autonomie sociale et certaines connaissances et compétences pour naviguer d'un système conçu pour la famille pédiatrique vers un système conçu pour les adultes qui sont plutôt autonomes. Et dans des situations idéales, au moment où les jeunes atteignent l'âge de 18 ans et ne sont plus couverts par les services pédiatriques, ils devraient être en mesure de gérer leurs conditions médicales, de naviguer un système de santé pour adultes et aussi de défendre leurs besoins. Donc, ces programmes sont de transition pour les gens ayant des différentes maladies chroniques ou de troubles de développement vise à autonomiser ces jeunes. Simultanément, on attend que les parents confient graduellement les responsabilités qu'ils avaient auparavant à leurs enfants pour que les enfants, les jeunes, peuvent gérer leurs propres soins de santé et que les professionnels de la santé du côté pédiatrique font le pont et la coordination des transferts de leurs jeunes patients vers un système d'adultes.
Dans tout ça, l'un des objectifs principaux des soins de transition est l'indépendance ou l'autonomie des jeunes. Et dans le contexte de transition, malgré le développement de l'autonomie, que ce soit l'objectif principal de ces programmes, peut-être on se pose la question, est-ce que l'idéal de l'autonomie pourrait ne pas être partagé ou même approuvé de la manière qu'il est conçu en matière biomédicale ou approuvé par les jeunes ou par leurs familles. Et on se demande aussi si cet accent sur l'autonomie peut peut-être pas nuire à d'autres valeurs qui ne sont pas strictement alignées sur l'indépendance et que peut-être ça pourrait être même une notion réductionniste maintenant à des mesures ou des pratiques qui sont plutôt normatives et donc qui excluent parfois des jeunes aussi. Donc, on se pose la question, comment pouvons-nous intervenir pour être sensibles à l'autonomie et aux besoins d'autonomie et à une indépendance qui est émergente en donnant un pouvoir aux jeunes, en facilitant l'adoption progressive des responsabilités et aussi parfois reconnaissant aussi l'interdépendance ou parfois la dépendance à leurs parents. Car les jeunes présentant les troubles neurodéveloppementaux et leurs familles peuvent faire face à des défis supplémentaires, par exemple, d'autres jeunes qui passent des systèmes pédiatriques en adultes en raison de la complexité de leurs conditions sur leur fonctionnement de jour à jour. Donc, dans cet ordre d'idées, la théorie de l'autonomie contextualisée souligne que l'autonomie est une capacité. Donc, je vous présente cette idée de l'autonomie contextualisée qui a été développée, juste pour citer aussi, maintenant mon collègue, auparavant mon directeur d'études postdoctorales, Éric Racine, qui est à l'unité d'éthique pragmatique de la santé à l'Institut de recherche clinique de Montréal, excusez-moi. Donc, la théorie d'autonomie contextualisée souligne que l'autonomie est une capacité qui peut contribuer à l'épanouissement, mais qui doit être soutenue et cultivée, ainsi que comprise dans le contexte dans lequel il existe. Donc, l'autonomie doit être regardée ou comprise dans un contexte. Un compte-rendu de l'autonomie contextualisée diffère d'autres récits sur l'autonomie, des récits individualistes ou relationnels. Il est fondé sur une compréhension contextuelle de l'agent moral dans laquelle l'autonomie joue un rôle important en tant que capacité composée de plusieurs aptitudes. Dans le domaine des soins de santé et de services sociaux, par exemple, l'autonomie, normalement, se désigne la capacité de prendre des décisions libres et éclairées. C'est une notion peut-être plus abstraite. L'autonomie contextualisée, on le considère comme un outil et peut-être qui pourra être un outil pour la pratique et l'intervention. On est rendu là. Et donc, on voit que toutefois, même si le concept d'autonomie de façon plutôt biomédicale a certains traits, les facteurs structurels et contextuels peuvent avoir une incidence sur le développement et l'exercice de l'autonomie si on le prend dans sa définition biomédicale. Et comme les différences idéologiques ou culturelles dans la prestation de soins de santé entre les modèles de prestation de soins de santé enfants et pour adultes sont très différentes, le regard sur l'autonomie aussi est différent. Ça, c'était un petit peu peut-être abstrait et vague. Je vais vous... La même chose pour l'ajout d'un employé. Quelqu'un a un certain que si on veut que Mélanie puisse avoir son T4, j'ai besoin d'avoir ses
Je vais vous présenter un cas fictif, un cas qui est un agrégé des différents cas que j'ai vus dans ma pratique aussi, pour peut-être illustrer un petit peu par la suite ce concept d'autonomie contextualisée, mais vraiment pour mettre, pour, pour commencer nos discussions ensemble par la suite. Donc, c'est un cas d'une jeune femme de 16 ans qui s'appelle Liz, qui a un diagnostic de paralysie cérébrale et des antécédents d'épilepsie qui sont actuellement contrôlés. Liz présente avec des troubles d'apprentissage légers à modérés qui nécessitent un soutien modéré pour les soins personnels et la planification des activités de la vie quotidienne. Elle utilise un fauteuil roulant motorisé pour ses déplacements. Elle fréquente une école secondaire où une aide spécialisée lui apporte un soutien en classe et elle reçoit des soins de physiothérapie et d'ergothérapie pour l'aider à adapter sa vie quotidienne et à maintenir ses capacités motrices. Lise se déplace entre la maison et l'école à bord d'un autobus scolaire adapté. Elle bénéficie de la supervision de ses parents pour gérer les autres besoins. Elle connaît le réseau de transport public adapté. C'est une jeune personne brillante, joyeuse, créative. Elle aime écrire les histoires, se connecter avec ses amis sur les médias sociaux. Elle vit avec ses parents biologiques et sa sœur aînée dans un banlieue près de la ville de Montréal. Lors de sa visite annuelle chez la neurologue, la question de la transition pédiatrique des soins, en soins adultes a été abordée par la neurologue. Et les parents de Lise ont posé beaucoup de questions sur la continuité du suivi neurologique de leur fille et de ses médicaments. La neurologue leur a fourni des réponses et les a aussi avertis qu'il serait probablement difficile de recevoir le même type de soutien dans les systèmes pour adultes. Donc, lorsque Lise a parlé de ses futurs projets scolaires, elle a dit au neurologue qu'elle espérait suivre un programme d'écriture créative. Et lorsqu'elle a commencé à mentionner qu'elle avait des projets de vivre sur le campus peut-être, elle a vu que ses parents étaient mal à l'aise et déconcentrés par les changements à venir dans la prestation des soins de santé et donc elle s'est arrêtée. Donc, c'est un cas ici qui se situe dans une visite de transition pédiatrique dans lesquelles les inquiétudes et les préoccupations des parents et les aspirations et les objectifs d'un jeune sont représentés dans un contexte d'un certain nombre de changements à venir aussi. Comment pouvons-nous utiliser le concept d'autonomie conceptualisée? La question, c'est aussi, je me pose, est-ce qu'on peut, pour travailler avec Lise et sa famille? Sur la base de ce cas fictif, nous avons tenté d'appliquer aussi ce concept d'autonomie contextualisée afin d'identifier quelques implications pratiques. C'est vraiment, c'est des questions de base maintenant. Le concept d'autonomie contextualisée est compris de différentes composantes, des capacités. La capacité, par exemple, volontaire. Qui veut dire le degré auquel une action ou une décision émane de l'individu, de Lise, et non des pressions de l'extérieur. La capacité, par exemple, de délibération ou le degré auquel Lise a réfléchi à la motivation, aux raisons de ses choix. Donc, on regarde le concept éthique très philosophique d'autonomie contextualisée, mais on aimerait vraiment l'appliquer dans le pratique. Et comment le faire? On pense peut-être qu'il y a pour chacun de ces différentes capacités des considérations pour la pratique, comme par exemple pour comprendre le caractère volontaire des objectifs de Lise. Est-ce que une chose qui peut être faite, c'est de préparer le terrain, même lors de nos rencontres avec les familles, pour que Lise puisse réfléchir libéralement, puis exprimer librement aussi ses objectifs de vie et ses préférences. Est-ce que, par exemple, pour voir la capacité et degré auquel les actions reflètent
le soi, l'individualité, son authenticité. Est-ce que nous pouvons, lors des réunions de suivi, vérifier avec, et ça peut être fait pas dans la clinique avec la neurologue, mais c'est des suivis à faire dans des prises en charge aussi des cas, lors des réunions de suivi, vérifier si les actions proposées continuent de correspondre à des objectifs et continuent à... Quels sont les éléments qui peuvent être mis en place avec les personnes et en lien avec leurs objectifs pour qu'on peut arriver à une autonomie qui est contextualisée à leur propre vie. C'est des questions qu'on va essayer de explorer lors d'un projet qui a été financé récemment par les fonds de recherche du Québec Sciences et Culture et le programme de soutien à la recherche pour la relève professorale. Donc, c'est un projet sur 3 ans qui a des 3 objectifs principaux. D'examiner des interventions existantes de soutien à l'autonomie afin d'identifier et de documenter les mécanismes sous-jacents. Ça va être fait par un scoping review. Après, nous allons faire des groupes de discussion pour recueillir les points de vue des jeunes atteints des troubles neurodéveloppementaux, les parents et les professionnels qui travaillent dans les soins de transition, dans les programmes de transition, les travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, des professionnels en réadaptation, afin d'identifier les besoins des jeunes et aussi peut-être les obstacles et les possibilités d'action pour enfin élaborer peut-être des recommandations et les valider. Donc ça, c'est le projet qui va commencer et je m'arrête ici pour vos questions. Est-ce que c'est bon dans le temps? Oui, merci beaucoup, Aline. Belle présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Berna Elias pour qu'elle puisse commenter. Donc, Berna est titulaire d'un diplôme d'études approfondies en psychologie sociale. Elle est actuellement candidate au doctorat à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Berna a plus de 10 ans d'expérience en tant que travailleuse sociale dans un contexte multiculturel à l'international. Elle s'intéresse au soutien des personnes en situation de neurodiversité, de leur famille et des intervenantes qui travaillent avec elle dans une équipe transdisciplinaire. Ses intérêts de recherche portent sur le partenariat enfants-parents-praticiens dans l'intervention, le contexte transculturel et la recherche participative partenariale. Berna s'associe à l'approche anti-oppressive et à la sociologie clinique, une approche réflexive, compréhensive, critique et interdisciplinaire. Je vous laisse la parole, Berna. Merci, Amélie. Et merci, Aline, pour cette présentation. Vraiment un sujet, je trouve, essentiel dans l'intervention, surtout dans le domaine, en tout cas, je parle de mon expérience professionnelle, ça ressemble beaucoup un peu à ce que tu as décrit dans l'étude de cas. Il y avait toujours dans la pratique l'idée de l'autonomie et de comment aider l'usager ou bien la personne usagère à être plus autonome est vraiment très abstraite. Et puis, moi, je trouve que il y a la nature relative parce que chaque personne voit l'autonomie différemment. Donc, j'ai lu les articles et puis je trouve, avec la présentation, je trouve que c'est plus clair et on peut maintenant décortiquer un peu, on peut utiliser cet outil une fois comme praticienne pour vérifier avec, par exemple, dans un contexte scolaire, avec les étudiants. Moi, je parle dans un contexte scolaire dans une école spécialisée. Donc, le fait de la transition des jeunes adultes vers la vie active, c'est très important de vérifier avec eux ces composantes. Je trouve la précision apporte beaucoup de soutien aux praticiens, que ça soit comme moi, comme
travailleuse sociale, mais je pense aussi à l'équipe multidisciplinaire. Je prends cet outil aussi comme autoréflexion pour regarder les angles morts. Et puis, c'est un outil pour les parents aussi, je pense, parce que je travaille beaucoup avec des parents qui militent parfois pour faire entendre la voix de leurs enfants, de leurs enfants. Donc, je pense que c'est un outil aussi pour les parents, pour soutenir les parents à aller chercher plus de soutien, pour souligner peut-être là où il faut apporter plus de soutien dans le cheminement vers l'autonomie. Quoi d'autre? J'ai vraiment hâte de voir les résultats de la recherche parce que c'est sûr, on est toujours dans le cadre conceptuel, mais je pense sur le terrain, ça s'applique dans plusieurs contextes, même je pense dans le contexte scolaire, bien sûr, le contexte de réadaptation, mais aussi je pense dans le contexte de la dépendance, la consommation. Quoi d'autre? C'est ça. J'ai beaucoup aimé l'idée que l'autonomie, il y a deux éléments de l'autonomie. L'autonomie qui est, il y a un élément qui est relié au contexte et un élément qui est relié à l'individu, tout ce qui est intrinsèque, comme la motivation, par exemple. J'ai une question qui me... Oui. C'est vraiment relié au contexte. C'est, par exemple, dans un contexte institutionnel très encadré, comme par exemple dans le système de santé et de services sociaux, comment on peut... est-ce qu'il y a de l'espace pour faciliter les conditions, les circonstances? Ok, je vais être plus... je vais expliquer encore plus. Comme quand je travaillais dans les CIUS, il y avait vraiment l'enjeu du temps. Et quand on parle d'autonomie, on parle de communication aussi avec l'usager pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il veut. Donc, on a besoin, d'une part, de construire une confiance, une relation de confiance, et puis, on a besoin de la disponibilité. Et je trouve que peut-être, si je le vois dans un contexte institutionnel, il y a vraiment peut-être des contraintes à ce niveau, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un espace pour faciliter les conditions, pour créer un environnement propice pour les praticiens afin de pouvoir travailler sur l'autonomie comme, je ne sais pas. Non, mais c'est des questions qu'on se pose aussi, je pense, qui vont être posées lors des discussions, lors des focus groups aussi. C'est bien avoir des idées, mais comment est-ce que l'application de ces idées, comment ça se fait? Quels sont des possibles obstacles? Quelles sont des potentielles aussi actions qu'on peut prendre? Mais non, c'est des grandes questions que j'ai parce que, comme tu évoques, nous sommes vraiment sur le niveau des idées qui parfois sont en lien aussi avec les pratiques, si on pense aux pratiques d'intervention sociale qu'on fait aussi. C'est des idées qu'on a toujours dans nos travail dialogiques avec les personnes que nous rencontrons en pratique. C'est des choses auxquelles on pense, mais est-ce que, et peut-être avec le temps, on va voir comment composer les besoins individuels, les obstacles structurels et comment changer des systèmes. C'est des grandes questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais c'est là où il réside aussi, ces questions-là. Puis, ouais. Merci Bernard.